Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Club Média 7, l'émission qui revisite l'actualité de la semaine écoulée avec bien évidemment des professionnels des médias en plateau. Je reçois ce dimanche soir Ouldat Maman, journaliste spécialiste des questions internationales. Ouldat Maman, bonsoir. Bonsoir Lénaïk Bazaou et bonsoir aux amis téléspectateurs. Le deuxième invité de ce plateau à nom, Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Gabin Goubi, bonsoir. Bonsoir Lénaïk et bonsoir aux téléspectateurs de l'ERTV. Première rubrique de l'émission, c'est la revue de presse hebdomadaire, une réalisation de Marcela Rossi. Bazoum à Cotonou, la coopération Bénin-Niger plus prometteuse. De nouvelles bases sont posées pour renforcer l'existant. Les deux hommes d'État ont avant tout salué et félicité la qualité des relations qui lient les deux pays frères, notamment dans les domaines économiques et commerciaux, et ont réaffirmé leur ferme volonté d'œuvrer à son renforcement au bénéfice des deux peuples. Au plan sécuritaire, Talon et Bazoum sont satisfaits des efforts, rapporte Matin Lire. En vue de s'assurer le suivi régulier des questions d'intérêt commun, ils ont convenu d'opérationnaliser dans les meilleurs délais possibles la commission mixte permanente de coopération, relève le Télégramme. Et à Cotonou, Bazoum est édifié sur l'attractivité du port, note le quotidien de service public. Selon la Nation, le Niger est le premier partenaire du Bénin en matière de trafic avec l'Interland, estimé à 2 314 000 tonnes de marchandises qui transitent par le port autonome de Cotonou, et cela devrait augmenter les années à venir avec les grands projets en cours, selon le journal. Le président nigérien au Bénin, c'est une visite de raison selon le média burkinabé Le Pays, ce au regard des enjeux du moment marqués par la récession économique à l'échelle mondiale et la crise sécuritaire en lien avec le terrorisme qui sévit en Afrique de l'Ouest et qui s'est métastasé en quelques années du Sahel pour étendre son péril jusqu'au pays du littoral. Mais le Bénin et le Niger, c'est du same fight, pour dire le même combat. Selon Wakatsira, l'autre site d'information du Faso, en Afrique, quand deux voisins se retrouvent, cela n'a rien d'extraordinaire, compte tenu des liens sacrés qui ont toujours rythmé les relations entre peuples que des frontières artificielles tracées par la fameuse conférence de Berlin ont séparé, mais qui ont gardé des relations de fraternité et d'amitié séculaire. Certes, comme le quotidien de la langue et des dents, qui sont contraintes à cohabiter, mais se heurtent parfois, la vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille entre le Bénin et le Niger. Il y a tant de choses, selon Wakatira, qui auraient dû dresser les deux pays l'un contre l'autre. Mais ce sont des questions qui sont réglées en famille, relève le média. La visite de Mohamed Bazoum à Patrice Talon répond aussi de la réalité du terrain, renchérit le pays. Et si Mohamed Bazoum et Patrice Talon sont sur la bonne voie du rapprochement pour mieux porter l'estocade à l'ennemi commun, reste à espérer que leurs efforts soient couronnés de succès, ainsi qu'à tous les autres pays de la région engagés dans la lutte contre l'hydre terroriste. C'est tout le mal que leur souhaitent nos confrères du Faso. Prochain remaniement du gouvernement, Talon rassure ses ministres et déçoit les courtisans. C'est dommage pour ceux qui attendent. On ne change pas une équipe qui gagne. Je viens de citer Patrice Talon. Fin du suspense. Tout est désormais clair. Si ces derniers jours, les rumeurs ont beaucoup circulé sur les envies de l'actuel locataire de la Marina de remanier son gouvernement, sa prise de parole à ce sujet devant la presse vient définitivement mettre un terme aux intoxications. Pourtant, et contrairement à ce à quoi les Béninois ont été habitués, le séjour des ministres au gouvernement est carrément devenu une histoire de mandat, affirme Fraternité. Visiblement, Patrice Talon a opté pour la mécanique qui lui garantit la stabilité dans le travail républicain à lui confié par le peuple. Pendant les 10 ans de Boni Yayi, la barre des 100 ministres avait été franchie. Sous Patrice Talon, à ce rythme, ils se feront compter du bout des doigts, signe Fraternité. La classe politique entre déception et indifférence. En tout cas, une option diversement appréciée selon le Matinal au sein des acteurs politiques. Même si l'on a pris acte de cette décision, l'on se permet de faire quelques commentaires sur le choix de Patrice Talon. Entre indifférence, déception et espoir, l'opinion publique est partagée autour de cette option du président de la République qui, pour certains, a fait le choix de la stabilité et de la continuité. Pour d'autres, interrogés par le Matinal, la raison est toute simple. La dévolution de certaines missions et attributions techniques des ministères aux agences créées dans plusieurs domaines pourrait expliquer le désintérêt lié à un quelconque remaniement. Finissons
avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Bénin intelligent, Institut national de la femme, soif de réalisation. Claudine Prudencio, trop vertueuse pour l'INF, point d'interrogation, critique et attente d'activistes féministes. Surpopulation carcérale au Bénin, Joël Aïvor soulève un réel problème. Info Matin, changement à la tête de l'INF, Claudine Prudencio et Patrice Talon. Le divorce, point d'interrogation. L'économiste, gestion des finances au Bénin au 31 décembre 2022, l'encours de la dette publique estimé à 5 853 milliards de francs CFA. Le ratio d'endettement public en dessous du seuil communautaire. L'événement précis, suite à l'audit de la gouvernance du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, le scandale éclate, plusieurs responsables éclaboussés, des interpellations tous azimuts suivies d'arrestations. De lourds soupçons pèsent sur certains responsables non encore inquiétés. Le matinal, suppression des soutenances et recrutement d'enseignants à la FLAC UAC, BUE et rectorat divisés. Nécessité d'aplanir les divergences. AD 2023, le dispositif organisationnel activé, 3 500 000 francs CFA déboursés par pèlerin. Nord-Sud quotidien, jeu de hasard, un mécanisme de contrôle en vue. Le potentiel, lutte contre la cybercriminalité au Bénin, jeudi noir pour 4 gaïmans à Grand Popo. Ils revenaient de Lomé quand l'OCRC les accueillit comme des fruits mûrs. La Croix du Bénin, atelier de redevabilité de Caritas Bénin, 2 mini-projets exécutés en toute transparence. Le Soleil Bénin Info, gestion de la mairie d'Abomey-Calavi, accusation sans fondement et sabotage orchestré dans le ville des Saints de Nure. Pourquoi tant d'acharnement contre Angelo à Wanjinou? Merci à vous, cher Marcela Rossi, pour ce condensé de l'actualité, vu, traité et relayé par les journaux au cours de la semaine écoulée. Place maintenant à nos débatteurs. C'est dans la rubrique 7 jours au Bénin. Ouldat Maman, journaliste internationaliste, le séjour de Mohamed Bazoum au Bénin doit vous intéresser particulièrement. Le point d'orgue de sa visite a été le tête-à-tête avec son homologue Patrice Talon, avec comme plat de résistance la question sécuritaire. Oui, alors c'est une question qui m'intéresse comme tous les Béninois, je pense, qui sont heureux de voir que les chefs d'État se déplacent au Bénin. C'est vrai que cette visite s'est inscrite dans un contexte d'ouverture de façon générale du pays à l'extérieur. Depuis, disons, la période à cheval entre le second semestre de 2022 et ce premier semestre de 2023, on a quand même une succession de visites de chefs d'État. On a eu le président français Emmanuel Macron en juillet 2022 et est annoncée celle du président rwandais Paul Kagame. Je pense que ça participe de façon générale d'un certain apaisement et d'un certain sens d'une connexion en fait du Bénin qui fait partie d'une communauté finalement internationale. Ensuite, est-ce que réellement la question sécuritaire était au cœur de la visite du président Bazoum? Je pense que c'est plutôt une préoccupation journalistique, je pense. Il faut faire notre autocritique et je pense que le président de la République, Patrice Talon, l'a fait de façon un peu plus acerbe à l'égard d'un certain média international qui a un certain tropisme sécuritaire et par ailleurs, ce faisant, il a rejoint les reproches qui sont faits aux médias internationaux en général et à ce média qui a par ailleurs été interdit de diffusion au Burkina Faso et au Mali. Il rejoint donc les présidents de transition maliens Goïta et burkinabé Ibrahim Traoré. Néanmoins, je pense que la question sécuritaire était plutôt marginale. C'était davantage les questions commerciales, les questions économiques qui étaient on va égrener les autres points de cette visite qui étaient au cœur de la visite. Mais je pense aussi que de façon générale, concernant la portée, je suis d'accord sur le fait qu'il s'agit de simples relations de bons voisins
voisinage, puisque ça ne peut pas se passer autant d'années et avoir autant de dossiers communs sans qu'on se rende visite pour parler de visu, même si en dehors de ça, on a les forums internationaux où évidemment les initiatives d'Accra, les sommets extraordinaires ou ordinaires de la CEDEAO où l'on se rencontre. Il est nécessaire effectivement de prendre langue et de se voir comme ça pour discuter de sujets épineux. Et c'était toute une délégation également qui s'est déplacée. Donc pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire à cela non plus. C'est juste des relations de bon voisinage et de la courtoisie. Gabin Goubi, avant d'aborder les autres points inscrits à l'ordre du jour de la visite de Mohamed Bazoum au Bénin, alors, sous quel angle analysez-vous la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent qui a été évoqué par les deux interlocuteurs, Patrice Talon et son homologue Mohamed Bazoum? Non, évidemment, c'est une question qui préoccupe au-delà, n'est-ce pas, de ces deux pays, toute la région, une partie de la région d'Afrique de l'Ouest. Vous savez, la région est menacée depuis quelques années déjà par des attaques terroristes. Il y a cela, le Bénin a enregistré, et particulièrement sa première attaque, je crois, dans le courant de l'année 2021. Et depuis, ces attaques-là se répètent. Et ça se fait justement dans la partie septentrionale du pays, dans des régions comme Malanville, Materi, Karimama, où justement on partage une partie de la frontière avec le Niger. Du coup, la question ne pourrait qu'intéresser les deux chefs d'État. Et c'est fort naturellement que cela a été au cœur des échanges qu'il y a eu entre les deux personnalités. Donc moi, la question, la lutte contre le terrorisme, certainement a été, les deux chefs d'État ont dû partager un peu leurs approches par rapport à cette lutte-là. Et vous avez vu le président béninois féliciter particulièrement sur cette question-là son homologue nigérien pour cette lutte implacable qu'il mène contre les terroristes dans la région du Sahel. Vous savez, le Niger est une région plus exposée que nous, qui a une expérience quand même si c'est une expérience qu'on peut trouver malheureuse, en la matière, qui a quand même quelque chose à apporter au Bénin sur ce plan-là, même si au plan international, le pays a reçu un peu plus de soutien, notamment de la France et autres, pour véritablement lutter contre cela. Donc l'intérêt pour le Bénin, c'est que lors des échanges qu'il y a eu entre le chef de l'État et son homologue nigérien, il y a eu certainement cette mutualisation des efforts. C'est vrai que beaucoup ont posé la question aux deux chefs d'État, est-ce que cela ne va pas noyer un peu l'initiative d'Accra? Cette rencontre où quand même la question de la lutte contre le terrorisme était au cœur des échanges entre les chefs d'État, eh bien il a été répondu qu'en dehors de cette initiative sous-régionale, il faut quand même que les États qui sont intéressés, qui sont véritablement impactés par... Puissent développer une approche bilatérale. Une approche bilatérale justement pour mener une lutte beaucoup plus coordonnée contre le fléau. Donc je pense que, comme l'a dit la consoeur, c'est une rencontre qui s'inscrit dans une logique de bon voisinage, de mutualisation des efforts justement pour asseoir une collaboration beaucoup plus intelligente entre les deux États. Alors, l'or noir, le pétrole, était aussi au menu des échanges avec le projet Pipeline qui va permettre au Niger d'exporter du pétrole brut via le souterrain béninois. Oui, absolument. Alors, ces questions commerciales étaient, c'était la priorité, effectivement. Juste pour finir sur ce que mon confrère disait. En 30 secondes? Oui, en 30 secondes. Juste pour dire, effectivement, on dirait que l'initiative d'Accra est vraiment marginalisée, étant donné qu'à la fin de l'année 2022, on nous avait annoncé la mise en place d'une force conjointe qui devrait rassembler, n'est-ce pas, mutualiser les efforts de toutes les armées des pays membres de l'initiative d'Accra. On nous a donné un délai d'1 mois, mais ce délai est plus que dépassé. Donc ça montre vraiment qu'il y a là une instance qui patine, peut-être pas en état de mort cérébrale, mais on sait qu'il y a problème. Et je pense que les États privilégient davantage l'approche bilatérale pour sécuriser le point triple. On se souvient qu'en mi-février, le président, le chef de l'État, s'est rendu chez Ibrahim Traoré également à ces fins-là. Donc sur la question sécuritaire, effectivement, le pipeline Niger-Bénin, qui est la question commerciale principale, parce que pour le Niger, il s'agit évidemment, un pays enclavé, de permettre le transit de son pétrole pour toucher le marché international, n'est-ce pas? Pour le Bénin, il s'agit de récupérer cette manne
évidemment, puisque les droits de passage, ça se traduit également de façon pécuniaire. Mais justement, à cette question sécuritaire, à cette question commerciale, lorsqu'il s'agit de ce corridor Niger-Bénin, s'ajoute une question sécuritaire. Du coup, parce qu'il s'agit évidemment de sécuriser cet investissement qui est massif, n'est-ce pas, et ces intérêts qui sont massifs, parce qu'on sait que l'argent est le nerf de la guerre, et dès lors qu'il y a des intérêts financiers qui sont en jeu, les groupes terroristes ont tendance à s'y amasser pour soit nuire directement aux États, soit récupérer. Le Nigeria a des problèmes, notamment concernant beaucoup de sites d'approvisionnement, beaucoup de sites d'exploitation et de production du pétrole au sud du pays. Donc la question sécuritaire a aussi rejoint cette question commerciale, mais il s'agit également du port de Cotonou, n'est-ce pas, où là aussi le Niger est un grand client du port de Cotonou. Il s'agit là aussi, lorsque vous voyez d'ailleurs la délégation, les personnes qui ont été mises à la table ronde où il y avait où se répondaient les deux délégations, la délégation nigérienne et puis les ministres béninois. Vous voyez que la priorité quand même était mise sur le développement, on avait les ministres du commerce, on avait le ministre du plan. On voit bien que la question sécuritaire a été reléguée, même au vu de ceux qui ont été mis en avant lors de cette table ronde. Alors, le projet Pipeline avait des retombées pour les deux pays. C'est un projet pharaonique. Non, absolument. Vous savez, le choix du Bénin pour quand même servir de couloir d'écoulement du pétrole nigérien est stratégique. À plus d'un titre, déjà, les deux pays, le Bénin est pratiquement un pays de transit pour le Niger. Le Niger étant un pays enclavé, ça fait déjà longtemps que beaucoup de trafic, le port béninois, beaucoup de Nigériens, d'économistes, d'exportateurs nigériens transitent par le port du Bénin. Donc le projet s'inscrit dans cette ligne-là et le président Bazoum l'a reprécisé. Le choix du Bénin a été fait justement compte tenu de l'ampleur du trafic au niveau du Bénin. Et donc le Bénin aura forcément bénéficié, n'est-ce pas, de ce projet-là. Et d'ailleurs, les deux pays se sont entendus pour que même la main-d'œuvre, tous ceux qui vont travailler pour opérationnaliser ce projet-là, soit ici quand même des deux pays. Et je pense que le Bénin va tirer, qu'on le veuille ou non, son gain, même si on ne va pas rentrer dans le discours diplomatique tenu par... Le pétrole du Niger sera aussi celui du Bénin. Non, ça c'est un discours un peu diplomatique. Je pense qu'il faut quand même isoler les choses. Le Bénin va tirer quand même un gain assez important de ce trafic-là, parce que le droit de passage et autres, comme l'a décrit la consoeur, je pense que c'est des choses qui vont impacter positivement l'économie béninoise dans une certaine mesure. Et donc, c'est quand même, ça rentre aussi dans la dynamique de donner un nouveau souffle à la coopération qu'il y a entre ces deux pays-là, en dépit de cette situation liée à l'île de l'été. Je pense que les deux ont pu trouver la formule, parce que le chef de l'État a désormais décidé à vider ce dossier-là après le verdict rendu par la Cour internationale à ce propos. Donc je pense que la question du pipeline est le volet économique, la question qui a constitué, n'est-ce pas, l'essentiel des aspects abordés au niveau du volet économique, même si on n'a pas éludé non plus les questions liées aux droits de tasse, où on s'est plaint de ce qu'il y a une floraison de tasses au Bénin, que les importateurs nigériens quand même se plaignent. Dans tous les cas, les deux chefs d'État ont pu s'entendre. D'ailleurs, une commission a été mise en place pour pouvoir aborder toutes ces questions-là de façon intelligente. Et je pense que l'un dans l'autre, on trouvera quand même le moyen d'asseoir une coopération beaucoup plus intelligente, décomplexée entre les deux États. Vous l'évoquiez, Mohamed Bazoum s'est rendu au port autonome de Cotonou, le poumon de l'économie béninoise. Il était également à la zone industrielle de Glo-Djigbe, un vaste empire industriel du Bénin. Oui, un vaste empire industriel. C'est aujourd'hui un des
une des façons dont le Bénin exporte le mieux ses ambitions en matière économique, en matière de développement. C'est un pas nécessaire vers un véritable essor économique. Pour créer de la valeur, ça passe nécessairement, obligatoirement par la transformation des matières premières. On ne cesse de nous répéter que l'Afrique doit ne plus se cantonner à être un pourvoyeur de matières premières pour le reste du monde, parce que après qu'ils aient après qu'ils aient extrait ces trésors de nos sous-sols, quand je dis ils en particulier, je parle des multinationales, j'en parle pas comme des ennemis, hein, mais c'est bien ils, et dans l'altérité, n'est-ce pas, en général, la transformation ne se fait pas sur notre sol. Ça veut dire que la création de valeur ne se fait pas sur notre sol. Et concernant le coton, par exemple, les partenariats aujourd'hui commencent à s'ouvrir, à s'élargir. On a des grandes firmes internationales telles que Zara qui sont intéressées par ce qu'il se fait à Glogic Bay. Il y a également le fait que on exportait la majorité, une grande partie de notre coton au Bangladesh, par exemple, qui l'utilisait par la suite par les grandes marques de la fast fashion, comme on dit, Zara, H&M, etc., qui produisent massivement des articles de mode, plusieurs collections par saison, etc. Tout ça nous revient plus cher. Mais c'est-à-dire qu'on donnait ça à d'autres personnes, alors qu'aujourd'hui, on peut le transformer, donc on peut le faire ici. C'est massif en termes de changement de paradigme, ce que permet cette zone de Glogic Bay aux standards internationaux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des fleurons de l'économie béninoise, et ce projet suit son cours et doit être mené à terme. La zone industrielle de Glogic Bay, un modèle béninois qui séduit plus d'un. Non, c'est la déclinaison grandeur nature, il faut le dire, de l'ambition du chef de l'État et de son gouvernement, aussi donc, du programme d'action du gouvernement de procéder à une transformation structurelle de l'économie béninoise. Et je pense que cette réalisation, ce qui se fait là-bas et dont les travaux évoluent à grands pas, témoigne de ce que l'on est véritablement décidé à changer de paradigme à notre économie. Elle a suffisamment planté le décor. C'était un manque à gagner, des manques à gagner considérables pour nous d'exporter nos produits, les matières premières, et quitte à les payer peut-être beaucoup plus cher. Donc c'est d'autres qui bénéficiaient des efforts de nos paysans, de nos producteurs et autres. Désormais, c'est cette vision-là, il faut saluer. Désormais, tout sera transformé sur notre sol. Et pour ceux qui ont eu la chance de se rendre sur le site là-bas, ils ont constaté déjà que l'on fabrique quand même des centaines de polos déjà par jour. On transforme déjà, il y a l'unité textile qui est déjà fonctionnelle et qui emploie quand même des jeunes, des Béninois au niveau sur place. Déjà, c'est déjà impressionnant. Et au-delà même de l'émerveillement du président nigérien, il y a eu d'autres qui se sont rendus sur le site et qui ont quand même salué cette vision-là. C'est quelque chose de grand, c'est une première pratiquement en Afrique de l'Ouest. Et je pense qu'il faut encourager de telles initiatives, d'autant qu'elles visent à donner un coup de pouce à notre économie. Et il ne faut pas négliger non plus le volet d'emploi, parce que c'est des milliers d'emplois qui seront créés à terme. On parle de 30 000 emplois à l'horizon 2030, c'est quand même énorme. Et aujourd'hui, je pense que le regain d'intérêt que suscite ce site-là, le fait que le Bénin pourrait devenir d'ici quelques années un pôle économique central au niveau de la sous-région ouest africaine. En gros, qu'est-ce qui va changer après cette visite de Bazoum au Bénin entre les deux pays ? Qu'est-ce qui va changer ? Je pense que les tuyauteries, les articulations vont être principalement huilées. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui ait été créé. Je pense qu'il s'agissait de consolider certains mécanismes qui avaient déjà été mis en place. Il s'agissait aussi, parce qu'il faut savoir que lorsque ces chefs d'État se rencontrent, c'est rarement en fait pour mettre en place quelque chose. Les délégations ont déjà fait un travail au préalable, donc il y a déjà eu le travail a déjà été mâché, ébauché. Ils viennent juste acter en fait quelque chose qui a déjà été mis en place par les instances gouvernementales de part et d'autre. Donc je pense qu'il faut pas s'attendre à quelque chose de révolutionnaire. Néanmoins, je pense que ça vient boucher certains trous, ça vient corriger certains défauts, ça vient encore une fois huiler certains mécanismes pour que ça fonctionne mieux, et ça vient rassurer de part et d'autre.
comme on dit ici, qu'on est ensemble, n'est-ce pas, et que voilà, on est bienveillant vers un avenir commun. Intéressons-nous à présent à... Si vous permettez, c'est un nouvel état d'esprit désormais. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu cette rumeur-là qui a circulé où on n'a pas vu le chef de l'État béninois lors du récent sommet qui a consacré Mohamed Bazoum comme le président de l'UEMOA. Un poste que devait occuper, la conférence des chefs d'État, un poste que devait occuper le président Patrice Talon. Beaucoup se sont dit, bon, ça va créer une maison intelligente entre les deux chefs d'État. Je pense que cette visite-là va quand même permettre de ramener la balle à terre et permettre aux uns et aux autres de se faire une idée de ce que, bon, les relations ne sont pas si chrysogènes que ça entre le Bénin et le Niger. Et vous avez vu le président Mohamed Bazoum en retour faire l'invitation au président béninois de visiter à son tour le Niger. Et donc, je pense que cela participe quand même d'une bonne ambiance de coopération entre les deux États. Je reste avec vous. On va s'intéresser à présent à l'univers des paris sportifs et des jeux du hasard. Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 15 mars dernier, a annoncé de nouveaux dispositifs de contrôle. Il est annoncé un contrat avec un cabinet spécialisé de juristes ainsi qu'avec un opérateur expérimenté pour recueillir des propositions allant dans le sens de l'amélioration de la régulation du secteur. Alors, pour ceux qui observent un peu l'univers des jeux au Bénin, on a senti comme une révolution. Une révolution depuis quelques années avec déjà au niveau institutionnel, au niveau de l'État, l'avènement du directeur général Gaston Zossou. On a vu quand même qu'il y a une floraison, une promotion parfois inquiétante. Au niveau des jeux de hasard, on a vu qu'on a construit assez de centres pour quand même faire ces jeux-là. Les chiffres officiels ne sont peut-être pas connus, mais d'aucuns parlent quand même qu'on a pratiquement triplé le chiffre d'affaires qu'embrassait quand même cette filière-là. Donc, c'est devenu... Certains y voient en filigrane Insbet et consorts aussi. Insbet, que ce soit l'Autostar, l'Auto Fortune, que ce soit le Paris Mutuel Urbain, que ce soit même les tickets, enfin, c'est devenu quand même beaucoup de choses. Et puis aujourd'hui, tout le monde s'y intéresse. Tout le monde s'y intéresse. Et puis, c'est des centaines de millions quand même qui sont embrassés par là par jour. Et je pense que c'est une très bonne option, c'est une très bonne chose que le gouvernement ait décidé quand même de réguler le secteur parce que ça semblait aller dans tous les sens. Le secteur semblait échapper à tout contrôle, encore que surtout au niveau du secteur de l'informel. Aujourd'hui, vous allez dans des bars où on installe des casinos, ou des coins, on se demande si véritablement l'État a un droit de regard sur tout ça. Parce que c'est notre jeunesse, c'est notre population qui est exposée. Et le Conseil des ministres a bien fait de situer que ça peut participer à du blanchiment, beaucoup de choses quand même, on peut faire diverses interprétations autour de ça. Alors que le jeu a même une réglementation, il faudrait quand même définir des normes qui soient précises pour que l'on sache véritablement à quoi s'en tenir. On se demande est-ce qu'il y a une régulation au niveau du secteur. Et même s'il y en avait, l'État a trouvé la nécessité d'arrimer quand même ce qui existe déjà aux réalités, aux nouvelles réalités, pour que l'on puisse trouver le juste milieu. Parce qu'aujourd'hui, le secteur a eu une propension assez grande, au point où même on parle de ce que le capital de la Loterie nationale du Bénin a été ouvert à des privés. Et donc, il y a tout ça, et je pense qu'il faut forcément des gens, il faut un encadrement juridique conséquent pour que chacun sache à quoi s'en tenir. C'est le renforcement de la lutte contre les activités illicites, le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale, le financement du terrorisme. Oui, parce que tout ce que mon confrère citait est d'autant plus douteux, d'autant plus suspicieux qu'on est quand même dans un environnement de crise, n'est-ce pas, et de crispation quand même, de resserrement des finances publiques depuis l'avènement du régime de la rupture. On nous a dit de serrer la ceinture, donc on a du mal un peu à comprendre comment toutes ces structures-là sont en mesure de prospérer dans un tel climat. Donc là, il y a vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas, d'où la nécessité de s'y pencher de plus près et de voir effectivement ce qui se passe. Alors, historiquement et de façon universelle, partout, tous les institutions de jeux de hasard, dont les casinos, sont des maisons de blanchiment d'argent de façon
ça c'est quelque chose de classique. Le Bénin ne déroge pas à la règle, effectivement. Est-ce que c'est possible de créer un environnement à 100% sécurisé? Je pense que ça va être difficile parce que même aux États-Unis, même dans les grands pays développés, c'est difficile à mettre en place, difficile à mettre en œuvre, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il est impossible de contrôler. Mais dans la mesure du possible, ne serait-ce que par décence, effectivement, et par préoccupation de l'avenir de nos jeunes qui ne doivent pas être comme ça attirés par le gain facile, d'autant plus que ça s'inscrit de façon générale dans un assainissement du climat économique. On est quand même dans un pays en développement. On parlait de la zone économique de Glodjik Bay tout à l'heure, économique spéciale. On est dans un pays en développement, donc ça veut dire qu'on a besoin de créer de la confiance. Créer de la confiance pour les investisseurs internationaux, les investisseurs étrangers, ça veut dire aussi faire le ménage chez nous, et ça veut dire aussi assainir l'économie. Assainir l'économie, ça passe forcément par la lutte contre le blanchiment. Donc je pense que ça va rassurer les indices de notation internationale qui vont voir effectivement qu'il y a une volonté politique réellement de clarifier les choses, d'assainir les choses, de toiletter un peu tout ce système. Le gouvernement dit vouloir préserver les mineurs, promouvoir le jeu responsable, mais au-delà de tout ça, c'est la dynamique qui continue. Quand on sait la récente lutte enclenchée contre la cybercriminalité, les structures illégales d'épargne, les faux intermédiaires du Fonds national de la microfinance. Bon, l'ambition est à saluer, elle est salutaire, elle est bonne, mais est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens? Vous savez, au-delà soit du cadre formel ou que l'État peut réglementer, les jeux, ça se fait aujourd'hui en ligne. Le mineur a son smartphone, a son Android, il peut se permettre de faire son pari en ligne, même ce qui échappe à tout contrôle. Aujourd'hui, on n'a plus besoin forcément de se déplacer, d'aller au niveau des centres de jeux pour jouer. Maintenant, quand on dit que les mineurs sont non pas normalement accès aux jeux, je me demande si le gouvernement a les moyens d'aller jusqu'à encadrer ce secteur, enfin, ces enfants, ces jeunes. Vous voyez un peu ce qui se passe avec la lutte contre la cybercriminalité? Oui, ça c'est déjà quelque chose à saluer. Je pense que cette purge, cette traque qui est enclenchée est une très bonne chose déjà pour éduquer notre jeunesse, parce que c'est comme si on a entretenu un certain silence, il y a eu une certaine complicité autour de cette actualité. Et vous savez que ceux qui montent au créneau aujourd'hui pour désapprouver la lutte, je pense que c'est des personnes aussi à suivre de très près parce qu'ils ont bénéficié un peu des fruits de cette filière-là. On ne peut pas éduquer une jeunesse comme ça. Aujourd'hui, beaucoup disent que c'est trop facile, que le gouvernement se préoccupe plutôt de la création des emplois plutôt que de se mettre aux trousses de ces jeunes, ces gamins qui s'illustrent dans cette activité. Et, quoi qu'on dise, on ne peut pas, aucun État sérieux ne peut laisser libre cours à la promotion de la cybercriminalité. Vous n'entendrez pas, vous n'aurez ça dans aucun pays. Et donc, ce qui est fait par le gouvernement, c'est prévu par la loi, et nous profitons de votre plateau pour le dire une fois encore, ce n'est pas quelque chose qui est inventé, et les peines même qui sont prononcées contre la mise en cause, ceux qui sont interpellés par l'OCRC, c'est des peines prévues par les lois, donc on n'invente totalement rien. Et ceux qui exercent même l'activité ne sont pas censés ignorer le caractère répréhensible, le caractère pénal de ce qu'ils sont en train de faire. La belle preuve est que, vous ne les verrez jamais s'afficher en dehors de quelques jeunes agités qui, quand même, veulent montrer qu'ils se font la part belle. Et je pense que la société a beaucoup contribué à cela. De par le silence qu'on entretient autour de ça, on bénéficie des fruits peut-être du jeune mineur qui vient, peut-être c'est lui qui démarre la famille, c'est lui qui distribue les billets de 10 000 tout le temps, alors qu'on n'a même pas le réflexe de se préoccuper de ce que cet enfant-là fait pour avoir autant d'argent. On se demande... Maman, il nous faut une jeunesse consciente et il faut surtout décourager la part du gain facile. Oui, il n'a pas du gain facile. Alors, je souscris entièrement à ce que mon confrère dit. Tout le monde a raison, encore une fois. Il faut absolument décourager. Effectivement, c'est impensif. C'est impensif de dire ça. Il faut décourager, oui, ce genre de choses. Pourquoi également? Là aussi, c'est parce que
ça projette mal une image du Bénin quand même. Parce que lorsque vous allez sur certaines plateformes, par exemple Apple ou autres, lorsque vous entreprenez un peu, vous allez voir que vous allez chercher le Bénin, vous n'allez pas le trouver. Et ça aussi, c'est pas seulement parce que on fait partie des pays les moins avancés, c'est également parce que on est un pays qui est perçu comme pas sécurisé sur le plan du numérique. Donc en fait, ça nuit également à notre image. Donc là aussi à l'attractivité du pays, là aussi à la possibilité pour ceux qui veulent d'entreprendre effectivement et d'avoir un cheminement serein dans leurs ambitions entrepreneuriales. Donc franchement, le problème est général, quoi. C'est pas seulement au niveau de la moralité de la jeunesse. Après, il est clair qu'il faut créer les conditions structurelles d'employabilité. Ça, c'est un problème effectivement massif et puis holistique qui touche non seulement à la régulation, qui touche non seulement c'est un problème structurel à l'économie, au choix politiques, idéologiques, mais tout ça s'englobe finalement. C'est un problème englobant qui doit être pris dans sa globalité. Il suffit pas de taper, c'est clair, il suffit pas de taper. Il faut taper, mais ça suffit pas. Tout le monde a un peu raison, quoi. On quitte le Bénin pour la France, c'est la rubrique Interactu. Je reste avec vous, Ouldat Mamar, la réforme des retraites en France, on en parle avec le fameux 49.3 qui a été adopté par le gouvernement. Elisabeth Borne qui a été huée au Parlement, c'est un coup de force, un passage en force d'Emmanuel Macron qui est très décrié. Oui, je pense même que, étrangement, le terme de passage en force est même un euphémisme. Un euphémisme parce que le 49.3 en soi, c'est un passage en force. Mais le contexte dans lequel le 49.3 a utilisé, c'est une brutalité démocratique. C'est vraiment c'est plus qu'un coup de force, c'est une brutalité, c'est une forme d'offense même à la démocratie. Ça pose deux problèmes majeurs. Le premier, ça va être la question de l'obsolescence de la Ve République, dont on a l'impression depuis un certain nombre de mois, un certain nombre d'années, que les institutions arrivent à bout de souffle. Il faut dire que le 49.3, il a été inscrit dans la Constitution de la Ve République par Charles de Gaulle, justement en fait pour trancher avec la 4e République, qui était un régime parlementaire où on défaisait les régimes tous les 6 mois. Donc c'était pour assurer en fait une certaine continuité de l'action publique, une certaine sécurité, stabilité de l'exécutif. Donc vous avez cette période charnière où effectivement c'était justifié, mais aujourd'hui, en 2023, ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus pour les Français. On regarde ça de façon éberluée. Ensuite, le problème que ça pose, c'est celui de la légitimité en réalité du président Macron, la légitimité de sa réforme, parce que à l'Élysée, on défend cette réforme comme ayant été une des grandes lignes du plan, du programme sur la base duquel il a été élu l'année passée en 2022. Simplement, c'est bien plus complexe que cela, parce que l'on se souvient qu'en face d'Emmanuel Macron, il y avait qui ? Il y avait la représentante du Rassemblement national, Marine Le Pen. Donc, il fallait, pour la plupart des Français qui ont voté pour Emmanuel Macron, la plupart peut-être pas, mais une grosse partie quand même, il fallait surtout faire barrage à Marine Le Pen. C'était un vote de raison, c'était pas un vote d'adhésion. Donc, cet élément-là jette le trouble sur la légitimité dont se prévaut la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Et déjà les députés de l'opposition qui annoncent passer cette réforme. Motion de censure. Absolument. Après, le problème, c'est qu'effectivement, il y a eu un problème dans la gestion de la réforme parce que on a fait des concessions au groupe les Républicains d'Éric Ciotti, mais en échange, les députés on n'était pas sûr qu'ils allaient voter la réforme. Même au sein de la mouvance présidentielle, on a certains partis comme le MoDem qui ne voulaient pas non plus voter la réforme. Il y a aussi la brutalité, l'absence de concertation, tout ça, le style en fait de gouvernance d'Emmanuel Macron qui est en jeu. Vous savez, lorsque vous êtes député, ça veut dire que le week-end vous retournez dans votre circonscription et vous devez faire face aux gens qui vous ont élus.
Et vous devez rendre des comptes de ce que vous avez fait à l'Assemblée nationale. Lorsque vous avez des millions de Français qui vont dans les rues depuis plusieurs semaines, chez vous, qui vont dans les rues, qui vous disent qu'ils ne sont pas d'accord, vous allez avoir du mal à retourner chez vous, à ne pas vous faire huer, voire plus. Donc en fait, les députés, il y avait un problème en fait de priorité et d'agenda. L'agenda du gouvernement n'était pas celui des députés, même de la mouvance présidentielle, parce que la réforme était impopulaire. Le président Macron, son mandat, il est à son deuxième mandat, donc il ne risque pas de grand-chose, même si pour la suite c'est un peu compliqué à d'autres égards. Les ministres du gouvernement, ils ne risquent pas grand-chose non plus, mais les députés, ils risquent lourd, parce qu'ils risquent leur carrière politique. Donc là, il y avait une dichotomie un peu, donc c'est ce qui a fragilisé la confiance de l'exécutif dans le fait d'offrir le texte au vote, et qui a, entre guillemets, justifié le 49.3, mais ça ne va pas. Il y a eu des manifestations massives, des rassemblements hier, notamment place de la Concorde à Paris, des motions de censure qui sont déposées, même une transpartisane, là. La question éventuelle est-ce qu'il y a une motion de censure qui peut réussir? Là, c'est plutôt, ça va être plutôt difficile. Gamin Goubi, voilà. Les parlementaires français évoquent un vice démocratique. La Macronie est visiblement en difficulté. Non, c'est une réforme impopulaire, ça, il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai qu'on a comme impression qu'Emmanuel Macron tient coûte que coûte à honorer une promesse de campagne. Mais quand vous essayez d'imposer une réforme qui, quand même, c'est vrai que les réformes, la plupart du temps, ne sont pas bien accueillies par essence. Mais celle-là, quand même, vous savez que ça a déjà coûté le poste à un ministre, je ne sais pas, c'est Philippe... il y a un gouvernement quand même, le coût du premier mandat, ça lui a coûté son poste. Elisabeth, bon là, même si ils ont organisé leur passage en force, un coup d'État comme vous l'avez dit, je pense qu'ils devront déjà dès demain affronter la désapprobation populaire. Les motions de censure sont annoncées, et vous le dites si bien. Je pense qu'ils devront trouver les raisons pour convaincre le peuple français de ce que cette réforme était vraiment opportune. Je pense que la consoeur a tout fait de préciser un peu, de clarifier un peu les risques qu'encourt, n'est-ce pas, c'est les gens de la majorité parlementaire qui ont cautionné, peut-être certains à leur corps défendant, cette réforme-là. Je ne sais pas si c'est une question d'honneur et autres. On parle, n'est-ce pas, des impératifs économiques aussi, mais je pense que c'est des millions de Français qui sont contre cette réforme-là. Et le président, peut-être qu'il n'a plus de mandat à défendre, il n'a plus un troisième mandat à faire, donc lui se dit, qu'importe le vin, on va le boire comme ça. Cela va renforcer, oui, les manifestations publiques. Elles seront de plus en plus prononcées. Vous avez vu récemment la grève des éboueurs qui ont refusé de vider les poubelles, qui dégageaient une puanteur insupportable dans tout Paris. Oui, absolument. Et pour dire l'adhésion de la population, malgré l'inconfort que l'on peut imaginer que ça peut susciter pour les résidents, ceux qui habitent à Paris, il y a peu de protestations, il y a peu de personnes quand même pour les condamner, les éboueurs, parce que tout le monde comprend que c'est un métier pénible, et tout le monde comprend que de 62 à 64 ans, la pilule est lourde à avaler, quoi. Donc, pour dire un peu le degré d'adhésion de la population à ceux qui protestent, et le degré de rejet vis-à-vis de la réforme, de cette réforme des retraites. Il faut dire aussi que il y a ceux qui sont allés dans la rue, et il y a les sondages de façon générale qui sont à majorité écrasante contre la réforme des retraites. Alors oui, on a prévu un certain nombre de manifestations, mais je pense que est-ce qu'aujourd'hui ça va davantage un baroud d'honneur, ça va davantage pour... Il ne s'agit pas de déstabiliser la Ve République par la rue quand même, ça n'est pas l'objectif, je pense, des centrales syndicales. Pour montrer, je pense que c'est une façon de montrer qu'on est en désaccord, de montrer que, encore une fois, l'illégitimité de la démarche, mais je pense que ce qui va se jouer vraiment, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. La façon dont même peut-être certains membres des groupes qui sont censés être alliés au parti présidentiel vont faire des défections. Et là aussi, pour assurer leurs arrières, même s'ils ont
peut-être qu'ils ont même leurs convictions, mais même pour assurer leurs arrières. Et un des problèmes principaux qui était évoqué, c'était le fait que cette réforme était principalement financée par les travailleurs, alors que le capital, en principe, c'est quand même un effort à la fois du capital et du travail pour assurer la continuité du système des retraites par répartition. Alors que là, il n'y a que les travailleurs qui ont été sollicités. Ça aussi participe de la critique contre Emmanuel Macron, le président des riches, portée par les grands patrons du capital français qui l'ont placé là, disent certains, principalement même pour faire passer cette réforme des retraites. Kamben Goubi, parlant des manifestations, déjà plus de 300 interpellations ont été enregistrées selon Gérald Darmanin. Oui, toutes les fois qu'on a agité cette question de réforme des retraites, ça a suscité la colère ou la désapprobation populaire. Je pense que les manifestations ne vont pas s'arrêter déjà, puisque on vient de faire ce qu'il ne fallait pas, selon une partie de la population. Je pense que les syndicats ne vont pas démordre, déjà qu'ils ont le soutien de certains députés qui demandent déjà la démission du gouvernement et le retrait immédiat de cette réforme-là. Donc, le gouvernement aura à subir les conséquences de l'acte qui a été posé, je crois, jeudi au Parlement. Dans tous les cas, on verra si Emmanuel Macron et ses pairs vont trouver, n'est-ce pas, la formule pour assurer. Mais je doute fort que cela participe d'un apaisement. Il ne pourra pas sereinement conduire, n'est-ce pas, son programme désormais, parce que la quasi-totalité des syndicats du pays sont contre cette réforme-là. Et je pense que porter quand même l'âge de la retraite à 64 ans, je pense que les moyens, les arguments trouvés ne rassurent pas pour autant les travailleurs. Et à moins qu'il y ait de raisons nouvelles plus valables pour convaincre les uns les autres. Bon, entre Emmanuel Macron et son gouvernement porté par Elisabeth Borne vont trouver la formule pour convaincre peut-être les Français. On doit souhaiter que les syndicats n'aillent pas jusqu'à l'escalade. On vous aura compris sur la question. Dernière ligne droite de cette émission, la rubrique Les potins de la toile. Une mère condamnée à 4 mois de prison pour avoir giflé son fils de 12 ans, Kamben Goubi, je vous vois sourire. La scène se passe à Bruxelles, la capitale de la Belgique. Cela fait suite à une vive dispute entre le fils et sa maman, une dispute relative aux devoirs de l'enfant. L'enfant qui aurait versé de l'eau sur sa maman, la maman ne pouvant pas supporter, a dû... Oui, vous savez, les questions d'éducation, les questions de violence... sur l'enfant sont des questions très sensibles dans certains pays. C'est vrai que la chose est inconcevable par ici, parce que quand vous tombez sur des articles du genre, vous vous dites, mais après tout, c'est son enfant, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui lui a porté des coups. Encore que l'enfant a été le premier à lancer un objet en direction de sa maman, on se dit, quelle est cette justice-là qui peut-être protège l'enfant au détriment du parent. Dans tous les cas, c'est le droit positif de ces pays-là. Il y a ces choses qu'on ne tolère pas dans certains pays. La gifle aurait été tolérable si elle était une gifle éducative. Selon ce que j'ai lu, selon ce que les avocats ont L'avocat a évoqué une gifle éducative. Parce que là, ça déresponsabilise totalement la maman, mais le juge, le tribunal a estimé que nous ne sommes pas dans ce cas de figure-là. Ça crée assez de polémiques dans ce pays-là également. Je pense qu'il y a beaucoup de pays déjà qui ont voté des lois pour sanctionner ces genres de pratiques, parce qu'on se dit ça participe d'une violence sur l'enfant. Dans certains pays, c'est même plus corsé. Il y a même pas, le débat ne se fait plus. Bon, ici, nous, on ne conçoit pas ces choses-là. Je pense qu'il faut prendre ça comme ça. Peut-être qu'un jour aussi, on ira jusque-là. Parce que les abus, si l'enfant ne sont pas protégés, même si les abus sur l'enfant, le droit international est trop regardant, trop pointilleux par rapport aux abus portés à l'enfant. Vous pouvez être son parent, mais si on estime que le coup que vous lui avez porté dépasse quand même la norme requise par votre responsabilité parentale, eh bien vous en faites les frais. Et je pense que cette décision rendue... Vous qui êtes à cheval entre deux cultures, quelle appréciation vous en faites?
Oui, justement, parce qu'un cheval entre deux cultures, j'ai du mal à... J'essaie de ne pas juger à l'aune d'une culture une autre. C'est un peu difficile, c'est un exercice un peu difficile parce que nous, on n'apprécie pas que là-bas, ils viennent nous dire quels doivent être nos canons culturels, nos canons moraux. Mais je pense que là, quand même, c'est un cas extrême. Est-ce que dans la connaissance, dans les détails du dossier, est-ce qu'il y a eu des précédents? Parce que quand même, pour un premier acte, si c'est un premier acte, c'est quand même sévère. Ce sont les voisins qui auraient alerté la police? Oui, en matière juridique, est-ce qu'il n'y a pas judiciaire, pardon? Est-ce qu'il n'y a pas un environnement particulier? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui auraient conduit la justice à prendre cette décision qu'on peut quand même apprécier comme étant sur le spectre sur le spectre quand même du raisonnable, du côté extrême plus? C'est un peu difficile de se positionner, mais il y a aussi une autre question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que les tribunaux n'ont que ça à faire? Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Parce qu'en fait, on est dans une... c'est l'affaire date de 2019. L'affaire date de 2019. Oui, mais justement, on est en 2019. C'est la lenteur judiciaire. Donc ça a été... Mais justement, donc ça montre que vraiment... Ça montre justement que les tribunaux sont chargés, sont surchargés. Donc est-ce qu'on n'a que ça à faire de juger une maman qui a giflé son enfant? Est-ce qu'on a regardé si c'est une famille monoparentale? Est-ce qu'on a regardé si elle avait le soutien nécessaire? Est-ce qu'on a regardé si c'était une exaspération? Et encore une fois, ça pose un problème plus large, en dehors du problème de l'éducation, d'une surcharge des tribunaux et d'une judiciarisation de la société, c'est-à-dire que tous nos problèmes, on les règle devant les tribunaux. Alors que, quand même, ici, on a des cadres pour régler les problèmes, on appelle les parents, on appelle la famille, on appelle un leader communautaire, un leader religieux. Ce qui aurait été fait, oui, on aurait créé... Non, mais pas forcément qu'en Afrique, hein. Pas forcément qu'en Afrique, c'est vrai qu'en Afrique, on respecte encore une fois ces structures traditionnelles, mais il n'y a pas qu'en Afrique que ces choses existent, hein. Lorsque vous faites partie même là-bas d'une communauté, disons, religieuse, on va aller parler au pasteur, on va aller parler au leader, on va aller parler à la sœur, au frère, et voilà. Tout le monde n'est pas bon Dieu ça, ou le date maman. Non, c'est pas... Non, j'ai donné un exemple, ça peut ne pas être... On t'en vers la fin de non, mais cette ça peut être le émission. sport, ça peut être le sport. On t'en vers la fin de l'émission. L'intérêt, c'est quoi? Si vous portez un peu ces cas-là devant le tribunal, ça vicie un peu les relations qu'il y a entre parents et enfants. Absolument, et ça pervertit les rapports sociaux dans la société. C'est-à-dire que dès lors qu'on s'offense mutuellement, il faut régler ça devant les tribunaux. Nous sommes tenus par le temps. Merci à vous, Wouldat Maman. Je le rappelle, vous êtes journaliste, spécialiste des questions internationales. Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci. Merci, c'était un plaisir. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Rendez-vous dimanche prochain.